Il est 20h30, un mardi soir, et sur le toit du Summit, le vent transperce mon blazer de créateur comme une lame d'air de janvier. En dessous de moi, Manhattan s'étale, une grille scintillante d'ambition, des taxis jaunes qui serpentent dans les rues, des tours de bureaux étincelantes d'une avidité nocturne, et cette vue, ce genre de vue qui coûte 500 € le verre de vin. Je tiens ce verre en ce moment même, un cabernet millésimé, de la couleur des vieilles fortunes, et je le regarde onduler alors que ma main tremble légèrement dans le froid. Cette soirée est la mienne. Entièrement la mienne. 50 invités de l'élite financière, célébrant ma promotion secrète au poste de vice-présidente chez Carmichael et Associates. À 30 ans, je viens de décrocher un poste que la plupart des gens passent 2 décennies à convoiter. Le cabinet gère 3,7 milliards d'euros d'actifs, et je suis désormais l'une des 5 personnes à détenir le pouvoir de signature. Je devrais me sentir triomphante. Au lieu de cela, je me sens vide. Il y a 2 semaines, j'ai invité mes parents et ma sœur, Madison, à célébrer mon 30e anniversaire dans une pizzeria à Brooklyn. Rien de chic. Je voulais quelque chose de décontracté, de confortable, de familial. Ils se sont défilés. Madison avait besoin de temps pour guérir à Aspen, après avoir été renvoyé de son 3e emploi en marketing en 2 ans. Nous devons soutenir ta sœur en ce moment, Natacha, a dit maman, et j'entends encore parfaitement sa voix. Toi, tu es indépendante. Tu n'as pas besoin de nous. Alors, j'ai loué ce toit pour lui prouver qu'elle avait raison. Pour prouver que je n'avais pas besoin d'eux. Pour célébrer seul, entouré de collègues et de clients qui respectent mon travail, mais qui ne me connaissent pas vraiment. L'ironie a un goût plus amer que le vin. L'ascenseur sonne. 4 hommes en sortent. Ils portent des costumes, mais pas le genre que l'on voit dans des soirées comme celle-ci. Ceux-ci sont de prêt-à-porter, fonctionnels, oubliables. Le genre conçu pour se fondre partout, tout en criant agent fédéral à quiconque y prête attention. Ils se déplacent à travers la foule avec une précision militaire, et j'observe leur trajectoire avec une angoisse grandissante, car je vois exactement où ils se dirigent. Vers moi. Ils m'encerclent contre la balustrade en verre, me coupant toute issue avec l'efficacité routinière de ceux qui ont fait ça 1000 fois. L'agent principal est grand, les cheveux grisonnants, avec des yeux comme un bilan comptable, froid, analytique, ne manquant rien. Natacha Hill. Ce n'est pas une question. Il brandit un badge, et je distingue les mots Fédéral Bureau of Investigation avant qu'il ne poursuive. Vous êtes placé en garde à vue en vertu de la loi sur l'espionnage. Nous avons détecté une intrusion physique dans votre installation industrielle Hill. Des communications sécurisées suggèrent que vous avez vendu des protocoles de code d'accès à un tiers. Le monde bascule. La loi sur l'espionnage. Ces mots n'ont pas leur place dans ma vie. J'investis dans l'immobilier industriel. Je rénove des entrepôts. Je gère une petite entreprise discrète, qui administre des fermes de serveurs pour des sous-traitants de la défense. Tout est légal. Autorisé. Compartimenté. Tout. Je n'ai rien vendu, parviens-je à dire, mais ma voix semble lointaine, comme si elle venait de sous l'eau. Vous aurez l'occasion de vous expliquer, dit l'agent Miller, lisant mes pensées sur mon badge d'employé, toujours accroché à mon blazer. Pour l'instant, vous venez avec nous. Mes collègues me dévisagent. James Carmichael, l'associé principal, a l'air horrifié. Les clients que j'ai passé des mois à courtiser sortent leur téléphone, probablement déjà en train de rédiger des emails pour se distancer du scandale que je suis sur le point de devenir. Ma carrière se meurt en temps réel, étouffant sous le poids des suppositions et des questions de responsabilité. Ils m'escortent jusqu'à l'ascenseur de service. Pas de menottes. C'est déjà ça, au moins. Mais le message est clair. Je ne suis pas en état d'arrestation, mais je ne suis absolument pas libre. Nous descendons 43 étages en silence, un silence seulement rompu par le sifflement pneumatique de l'ascenseur et le martèlement de mon pouls. La ruelle derrière le bâtiment sent les ordures et la pluie. Garé entre 2 bennes, se trouve un véhicule qui ressemble à un croisement entre un fourgon blindé noir et un centre de commandement mobile. L'acronyme CIF me revient en mémoire, d'un briefing de contrat de défense, Sensitive Compartmented Information Facility. Une pièce portable, conçue pour empêcher tout signal d'entrée ou de sortir. C'est réel. C'est en train de se produire. Ils me font entrer, et la porte se scelle avec un bruit de coffre-fort qui se ferme. L'intérieur est exigu, clinique, rempli de moniteurs et d'équipements de communication.
Il y a une table en métal boulonnée au sol, et 2 chaises qui ont l'air particulièrement inconfortables. Tout est gris ou noir. Tout est froid. Asseyez-vous, dit Miller, et je m'assieds. Un autre agent, plus jeune, commence à installer du matériel d'enregistrement. Miller pose une tablette sur la table entre nous, et je peux voir des flux de surveillance. Plusieurs angles d'un bâtiment que je reconnais, avec un haut-le-cœur de compréhension. La boîte grise. Mon entrepôt. Sauf que ce n'est pas vraiment un entrepôt. À 20h20, heure de l'Est, nous avons détecté une intrusion non autorisée dans l'installation enregistrée au nom de Hill Industrial Holdings, poursuit Miller, son ton plat, procédural. Cette installation abrite une infrastructure de serveurs pour plusieurs sous-traitants du département de la Défense. L'intrusion a déclenché une alarme silencieuse, connectée à la division cyber du FBI. Il y a 3 minutes, nous avons observé 2 individus coupant le cadenas secondaire. Il fait glisser la tablette vers moi. Sur l'écran, je peux voir 2 silhouettes en sweat à capuche, utilisant des coupes-boulons sur un cadenas robuste. L'horodatage en direct indique 20h, 40 minutes et 15 secondes, heure de l'Est. Ça se passe en ce moment, je murmure. Ça se passe en ce moment, confirme Miller. Et plus tôt dans la journée, nous avons intercepté des communications suggérant que vous aviez facilité cette intrusion. Je vais donc vous le demander directement, Madame Hill, à qui avez-vous vendu l'accès? Je n'ai vendu l'accès à personne. Jamais. Mon téléphone vibre dans la poche de ma veste. L'agent qui m'a fouillé plus tôt a dû le manquer, ou peut-être l'ont-ils laissé délibérément. Miller y jette un coup d'œil. Regardez, dit-il. Je sors mon téléphone avec des mains tremblantes. Il y a un SMS de Madison, envoyé à 20h20. Je l'ouvre, et les mots sont si absurdes, si catastrophiquement insensés, que je dois les relire 3 fois avant qu'ils n'aient un sens. Madison, argent reçu. Viens de vendre ton vieil entrepôt rouillé à Quick Flip. 350 000 € virés en liquide. Il le voulait ce soir. Ne t'inquiète pas, j'ai mis l'argent dans le trust familial pour ma start-up. De rien. Pendant un instant, je ne peux plus respirer. Ni penser. Ni comprendre ce que je lis. Puis je lève les yeux vers l'agent Miller, et je sens quelque chose basculer dans ma poitrine. Ce n'est plus de la panique. C'est quelque chose de plus froid. De plus tranchant. Je n'ai pas vendu de secret d'État, dis-je lentement, chaque mot précis comme une incision chirurgicale. Ma sœur idiote vient de vendre le bâtiment à un grossiste prédateur, pour le prix d'une Ferrari d'occasion. Miller lit le texto. Son expression ne change pas, mais je vois le subtil changement dans sa posture. La tension dans la pièce pivote sur son axe. Je ne suis plus la suspecte principale. Je suis la victime d'une usurpation d'identité, qui se trouve être propriétaire d'un actif de sécurité fédérale. Cela change tout. 5 minutes se sont écoulées à l'intérieur du CIF, mais elles semblent durer des heures. L'agent Miller se penche en arrière sur sa chaise, calculant. Les autres agents passent des appels, coordonnant quelque chose que je n'entends pas distinctement. Les flux de surveillance sur la tablette montrent les 2 individus à mon entrepôt, toujours en train de s'acharner sur le cadenas. Expliquez l'actif, dit Miller. Je prends une profonde inspiration, organisant mes pensées. C'est comme expliquer un tour de magie, l'effet est impressionnant, mais la méthode est banale une fois qu'on la comprend. Il y a 6 ans, j'ai acheté cette propriété pour 800 000 €. Elle se trouve dans une zone industrielle à 40 minutes de la ville. Pas de voisins résidentiels, pas de passage, aucune raison pour que quelqu'un passe par là, à moins de s'y rendre spécifiquement. Pour ma sœur Madison, qui l'a visité une seule fois quand je l'ai acheté, ça ressemble à un entrepôt abandonné. Des murs en béton, pas de fenêtres, pas d'enseigne, et entouré d'une clôture en grillage. Elle a dit que c'était un dépotoir et n'y est jamais retournée. Miller m'observe attentivement. Mais ce n'est pas un dépotoir. C'est une grey box, dis-je, en utilisant le terme du secteur. Un centre de serveurs sécurisé pour les sous-traitants de la défense, qui ont besoin d'une infrastructure de sauvegarde hors site. Le bâtiment n'a pas de fenêtres, car les fenêtres sont une faille de sécurité, elles permettent la surveillance visuelle et de potentiels angles de tir pour sniper. Il n'y a pas d'enseigne, car tout l'intérêt réside dans la sécurité opérationnelle. La sécurité passive que Madison a vue juste une clôture et des caméras est délibérée. Des gardes armés attirent l'attention. Un bâtiment anonyme dans une zone industrielle,
non. Et Quick Flip, demande Miller. Je sors mon email sur mon téléphone, retrouvant le message que j'avais marqué la semaine dernière, mais que je n'avais pas eu le temps d'examiner. Quick Flip Venture est une société de vente en gros immobilière. Ils sont spécialisés dans les propriétés en difficulté, saisies, bâtiments abandonnés, vente de succession. Il y a une semaine, ils ont utilisé l'imagerie satellite pour repérer la zone. Je montre l'email à Miller. Une prise de contact, me demandant si je serais intéressé par la vente. J'avais répondu par un non poli, et je pensais que l'affaire était close. Que voit-il sur les photos satellites, demande Miller. Des tours de refroidissement industriel. Des systèmes de CVC de haute qualité. Le genre d'infrastructure nécessaire pour une ferme de serveurs massive. Je croise son regard. Il pense que c'est une installation privée de minage de crypto-monnaies. Des millions d'euros d'équipements, abandonnés ou oubliés, qui n'attendent qu'à être récupérés. La compréhension traverse le visage de Miller. Ils n'essaient pas de pénétrer une installation gouvernementale, ils essaient de piller ce qu'ils pensent être une propriété privée, avant que le propriétaire ne s'en aperçoive. Exactement. Ils prévoient probablement de démanteler les systèmes de refroidissement, de voler les serveurs, et de disparaître avant que je puisse déposer une plainte. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que couper ce cadenas a déclenché une alarme fédérale, liée à la surveillance du contre-espionnage. Miller tapote quelque chose sur sa tablette. Nous avons une équipe tactique en route. Ils seront sur place dans environ 8 minutes. Il fait une pause. Quick Flip s'apprête à passer une très mauvaise soirée. Il y a quelque chose de presque satisfaisant dans cette image, des voleurs s'introduisant dans ce qu'ils croient être un bâtiment abandonné, pour se retrouver encerclés par des agents fédéraux. Mais la satisfaction est vite engloutie par une réalisation plus sombre. Madison a commis une fraude électronique, dis-je doucement. Et une usurpation d'identité. Oui, acquiesce Miller. Pour réaliser une vente, elle aurait dû falsifier des documents d'entreprise, signer des contrats à votre nom, et virer les fonds. Ce sont de multiples crimes fédéraux. Je devrais ressentir quelque chose, de la peur pour ma sœur, de la culpabilité, une obligation familiale. Au lieu de cela, je ne ressens rien, sinon une curiosité froide et distante quant à la suite des événements. Peut-être suis-je en état de choc. Peut-être ai-je enfin épuisé ma capacité émotionnelle pour une famille qui n'a jamais été là pour moi. J'ai besoin de vérifier ma messagerie vocale, dis-je. Miller acquiesce, et je navigue jusqu'à mes messages. Il y en a un de maman, envoyé à 19h50, une demi-heure avant la clôture de la vente. Il est marqué comme une note vocale, envoyée à la discussion de groupe familial. Je n'ai presque pas envie de l'écouter. Un instinct me prévient que ce qui se trouve sur cet enregistrement va changer quelque chose de fondamental. J'appuie sur lecture. La voix de maman emplit le sif exigu, et je réalise immédiatement qu'elle ne sait pas qu'elle enregistre. Elle parle à papa en arrière-plan, ses mots légèrement étouffés, mais parfaitement clairs. J'ai bloqué Natacha pour qu'elle ne puisse pas se plaindre. Vends juste l'entrepôt, Madison. Elle accumule ses cochonneries pendant que tu souffres. Considérez ça comme une compensation pour avoir élevé une fille aussi égoïste. L'enregistrement continue, quelque chose sur le fait que j'ai toujours été difficile, que je n'ai jamais eu besoin de comme Madison, qu'il est juste que l'enfant prodige obtienne quelque chose pour une fois. Puis ça coupe. Je reste assise, très immobile. Quelque chose en moi, quelque chose que j'ai porté toute ma vie, s'arrête, tout simplement. C'est comme un moteur qui tournait constamment, si constamment que je n'avais même pas remarqué le bruit, jusqu'à ce qu'il cesse. Ce besoin désespéré et douloureux de l'approbation de mes parents, cette voix qui se demandait toujours si je pouvais être meilleur, travailler plus dur, accomplir plus, et qu'alors, enfin, ils me verraient. Cette voix se tait. Ils ne m'ont pas seulement volé. Ils se sentaient en droit de me voler. Ils ont appelé ça une compensation, pour m'avoir élevé. Madame Hill ? La voix de Miller semble lointaine. Je lève les yeux vers lui, et je sens mon expression se figer en quelque chose de nouveau, de plus froid. Ma mère vient d'admettre une conspiration en vue de commettre une fraude électronique, sur une ligne enregistrée. Elle a bloqué mon numéro pour que je ne puisse pas intervenir, puis a encouragé Madison à vendre une propriété qu'elle savait ne pas être la leur. Miller et les autres agents échangent un regard. Le plus jeune agent prend une note. Pour vous disculper complètement,
et sécuriser l'installation, nous avons besoin de l'aveu de Madison, enregistré, dit Miller avec précaution. Nous avons le SMS, mais un aveu enregistré rendrait l'affaire irréfutable. Je comprends ce qu'il me demande. Il veut que j'appelle Madison, et que je la pousse à s'incriminer pendant que le FBI écoute. Une partie de moi sait que je devrais être en conflit. L'ancienne Natasha, celle qui existait il y a 15 minutes, se serait tourmentée à l'idée de trahir sa famille. Mais cette Natasha a entendu, compensation pour avoir élevé une fille aussi égoïste. Cette Natasha est morte. J'aurai besoin de mon avocat en attente, dis-je calmement. Ethan Vance. Il est spécialisé dans les affaires de fraude d'entreprise. Miller acquiesce. Nous pouvons le joindre en conférence. Pendant qu'ils organisent l'appel avec Ethan, je sors mes dossiers numériques de SARL sur mon téléphone, documents de constitution, déclaration fiscale, titre de propriété, tout est stocké dans un cloud crypté. Tout prouve que je suis la seule propriétaire de Hill Industrial Holdings. Tout prouve que Madison n'avait aucune autorité pour vendre quoi que ce soit. Ethan répond à la deuxième sonnerie. Je lui donne la version abrégée, détention par le FBI, ma sœur a vendu un actif de sécurité fédérale, besoin de la piéger sur un enregistrement. À son crédit, il ne perd pas de temps en question. Je superviserai l'appel. N'admets rien. Laisse-les parler. Miller connecte mon téléphone au système d'enregistrement forensique du FBI. Chaque mot de la conversation à venir sera documenté, horodaté, et légalement recevable. Passez l'appel, dit Miller. Je sélectionne le contact de Madison et passe en FaceTime. Mon doigt hésite un instant au-dessus du bouton d'appel. C'est le point de non-retour. Une fois cet appel passé, je ne coopère pas seulement avec le FBI, je participe activement à la destruction de ma famille. Je pense au message vocal. Compensation pour avoir élevé une fille aussi égoïste. J'appuie sur le bouton. L'appel FaceTime se connecte après 3 sonneries, comblant la distance entre deux mondes très différents. L'écran se remplit de chaleur et de lumière, et le contraste est si saisissant que j'ai presque un mouvement de recul. Je suis dans un véhicule de commandement du FBI, sombre, exigu, stérile, garé dans une ruelle de New York, la nuit. L'air sent l'électronique et le métal froid. La seule lumière provient des moniteurs de surveillance, qui baignent tout dans des nuances de bleu et de gris. Madison, elle, se trouve dans un luxueux chalet en bois à Aspen, dans le Colorado. Comme Aspen a 2 heures de retard sur New York, il est 7 heures là-bas. Derrière ma sœur, à travers les immenses fenêtres, les dernières lueurs du crépuscule alpin se fondent dans un violet profond et meurtri sur la neige. À l'intérieur, cependant, c'est un monde de chaleur dorée. Un feu crépite dans une cheminée en pierre. Elle porte un pull en cachemire qui a probablement coûté plus cher que ma première voiture, ses cheveux blonds sont parfaitement coiffés, sa peau rayonne de cette détente qui vient des soins au spa, et d'une absence totale de conséquences. Elle fait la fête. Natasha. Elle sourit à la caméra, et je vois qu'elle en est déjà à quelques verres. Tu as eu mon texto? Assez incroyable, non? Je viens de te faire gagner 350 000 €. D'habitude, quand ma famille me rabaisse ou s'attribue le mérite de mon travail, je me mets sur la défensive. Je bafouille. J'essaie de m'expliquer. Parfois, je pleure. Ce soir, je suis de glace. Madison, es-tu allé physiquement sur la propriété avant de la vendre? Ma voix est égale, presque curieuse. Elle rit. Pourquoi l'aurais-je fait? Je l'ai vu il y a 6 ans quand tu l'as acheté. Un vrai dépotoir. Honnêtement, je suis impressionné que Quick Flip en ait même voulu. Elle prend une gorgée de champagne. J'ai tout fait en ligne. J'ai trouvé les vieux papiers de la SARL dans le coffre de papa et maman, j'ai créé une résolution d'entreprise autorisant la vente, j'ai signé à ton nom, et boum. Les 350 000 € les plus faciles de ma vie. Dans le CIF, le stylo de l'agent Miller glisse sur son bloc-notes. Madison vient d'admettre la falsification de documents et l'usurpation d'identité, sur une ligne enregistrée par le gouvernement fédéral. Tu as falsifié une résolution d'entreprise, je demande, mon ton toujours neutre, cherchant juste à clarifier. Ce n'était pas difficile, dit Madison, et je peux entendre la fierté dans sa voix. J'ai utilisé DocuSign et un modèle que j'ai trouvé en ligne. QuickFlip n'a même pas posé de questions. Ils étaient si excités d'avoir la propriété qu'ils ont viré l'argent en quelques minutes. Chaque mot est un clou de plus dans son cercueil.
Fraude électronique. Fraude informatique. Je devrais probablement l'arrêter, l'avertir, lui dire de prendre un avocat, mais je me souviens du message vocal. Compensation pour avoir élevé une fille aussi égoïste. Madison, cette propriété n'est pas un dépotoir, dis-je doucement. C'est une boîte en béton sans fenêtre, parce que c'est un site secret. Elle héberge des serveurs pour des sous-traitants du département de la Défense. Il n'y a pas de fenêtre pour empêcher les attaques de snipers. Il n'y a pas d'enseigne pour empêcher l'espionnage. Son sourire vacille. De quoi tu parles? J'ai vu les images satellites. Ce sont juste des unités de refroidissement industriel et tu as vu ce que QuickFlip voulait que tu vois, je l'interromps. Ils l'ont identifié comme une potentielle ferme de minage de crypto, et prévoyaient de piller l'équipement avant que je ne m'en aperçoive. Ils ont coupé le cadenas du périmètre il y a environ 30 minutes. Maintenant, elle commence à avoir l'air incertaine. Papa apparaît dans le cadre derrière elle, le visage rougi par le vin et la lumière du feu. Arrête de mentir, Natacha. Tu es juste jalouse parce que Madison a enfin fait quelque chose de productif pour une fois. Ces mots sont légèrement pâteux. On a vérifié la vue satellite. C'est une ferme de serveurs. Madison l'a vendue pour la valeur de la ferraille. Honnêtement, tu devrais la remercier d'avoir enfin monétisé ce gaspillage d'argent. Je me penche légèrement en avant. Maman t'a dit qu'elle avait envoyé un message vocal au groupe familial? Celui où elle disait que vendre ma propriété était une compensation pour m'avoir élevé. L'expression de papa s'assombrit. Ta mère était juste tu es toujours si dramatique, Natacha. Si ingrate. On t'a tout donné, et c'est comme ça que l'agent Miller fait un geste discret. Sur l'un des moniteurs de surveillance, je vois un nouveau mouvement à l'entrepôt. L'équipe de QuickFlip a forcé la porte intérieure. Ils sont à l'intérieur maintenant, dans le couloir d'entrée, probablement confus de voir à quel point tout semble propre et opérationnel pour un bâtiment abandonné. Et puis, sur le flux vidéo, je vois l'équipe tactique entrer en action. Des véhicules noirs, des agents en tenue d'intervention complète, encerclant le bâtiment avec la précision rapide d'un poing qui se ferme. Ça y est. Le moment où tout passe de théorique à dévastateur. Le compteur de l'appel dépasse les 5 minutes alors que maman apparaît à l'écran, se faufilant dans le cadre à côté de papa. Ils sont tous les trois regroupés sur un canapé en cuir qui a probablement coûté plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens, l'éclairage chaleureux du chalet d'Aspen leur donnant l'air d'une peinture de Norman Rockwell sur la convivialité familiale qui a mal tourné. Natacha, ma chérie, je sais que tu es contrariée, dit maman, utilisant sa voix mielleuse et apaisante. Mais tu dois comprendre, Madison avait besoin de ça. Elle a traversé tellement de choses en perdant son emploi, et toi, tu as toujours été si indépendante. Tu n'as pas besoin de ce vieil entrepôt. Nous vous aidions toutes les deux. En me volant, je demande. Ce n'est pas voler quand c'est la famille, intervient papa. C'est partager. C'est prendre soin les uns des autres. Quelque chose que tu n'as jamais compris. Les agents dans le CIF regardent ça comme si c'était une masterclass sur la dynamique des familles narcissiques. Le jeune agent a l'air presque mal à l'aise. Comme s'il était témoin de quelque chose de trop intime. De trop cru. Maman continue, et maintenant je peux entendre le changement dans son ton, elle passe de l'apaisement à la culpabilisation. D'ailleurs, nous avons déjà dépensé une partie de l'argent, ma puce. Nous avons versé un acompte de 50 000 € pour un camping-car de luxe. Ce n'est pas remboursable, le concessionnaire a été très clair. Si tu gâches cette affaire d'une manière ou d'une autre, si tu essaies d'annuler la vente, tu volerais notre retraite. C'est vraiment ce que tu veux? Je laisse le silence s'installer un instant, les laisse penser qu'ils ont marqué un bon point, puis je parle très attentivement. Vous avez dépensé de l'argent volé pour un acompte de camping-car. C'est du recel de biens volés en vertu de la loi fédérale. Selon la manière dont le procureur veut qualifier les faits, cela pourrait aussi être du blanchiment d'argent en vertu des lois RICO. Le visage de papa devient rouge. Oh, ne commence pas avec tes absurdités juridiques. Tu n'es pas avocate, Natacha. Tu essaies juste de nous faire peur parce que tu es amère. En fait, intervient la voix d'Ethan via la ligne de conférence, et je vois Madison sursauter légèrement au son inconnu, elle a absolument raison. Monsieur et Madame Hill, ici Ethan Vance, l'avocat de Madame Hill. Je suis actuellement sur une ligne enregistrée avec le FBI. Vous venez d'admettre avoir sciemment dépensé le produit de ce que vous pensiez être une vente légitime,
mais qui était en fait une transaction frauduleuse. Cela vous expose à des risques juridiques importants. La couleur quitte le visage de maman. Madison regarde l'écran maintenant, vraiment, et je la vois commencer à assembler les pièces du puzzle. L'arrière-plan derrière moi, l'acoustique étrange, le fait que je ne fais pas la fête, que je ne suis pas en colère, juste froide. Quick Flip a dit que c'était une vente privée, dit Madison, sa voix montant dans la panique. Ils ont promis de s'occuper de toute la paperasse juridique. Ils ont dit que tant que j'avais l'autorisation, c'était bon. Ils t'ont manipulé, Madison, dis-je, ma voix dénuée de sympathie. Ils ont profité de ta paresse. Ils savaient que s'ils proposaient un règlement rapide en espèces, et promettaient de s'occuper des aspects juridiques, tu ne poserais pas de questions. Ils voulaient entrer et démanteler l'équipement avant que je ne m'en aperçoive. Ils ont coupé le cadenas à 20h20, heure de l'Est. Je tourne légèrement la caméra de mon téléphone, juste assez pour montrer le badge de l'agent Miller et l'intérieur de l'unité de commandement mobile. Le sceau du FBI est clairement visible sur l'un des moniteurs. Je ne suis plus à une fête, Madison. Je suis en garde à vue fédérale, parce que ta vente frauduleuse a déclenché une alerte terroriste sur une installation classifiée. La réaction est immédiate et viscérale. Le verre de champagne de Madison lui glisse des mains, répandant un liquide doré sur le sol coûteux du chalet. Papa commence à se lever, puis se rassoit. La main de maman vole à sa bouche. Ce n'est pas possible, balbutie Madison. C'était juste un entrepôt. Tu as dit que c'était juste pour du stockage. Tu as dit. Je ne t'ai jamais dit à quoi je l'utilisais, je la corrige. Tu as supposé que ça ne valait rien, parce que ça avait l'air de ne rien valoir. C'était tout l'intérêt de la conception. Oh mon Dieu, murmure Madison. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. La voix d'Ethan se fait de nouveau entendre, nette et professionnelle. Monsieur et Madame Hill, le FBI suit actuellement votre position via cet appel. Vous avez admis sur une ligne fédérale enregistrée avoir sciemment dépensé de l'argent que vous pensiez provenir de la vente d'un bien que vous saviez ne pas avoir le droit légal de vendre. Je vous conseille vivement de prendre immédiatement un avocat distinct et de cesser toute autre déclaration. Mais ils n'écoutent pas Ethan. Ils se retournent les uns contre les autres. C'est de ta faute, crie papa à maman. Je t'avais dit qu'on aurait dû vérifier avec un vrai avocat d'abord, mais tu as dit que c'était bon. Tu as dit que Natacha ne remarquerait même pas. Ne me blâme pas, hurle maman en retour. C'est toi qui as insisté pour le camping-car. Je voulais attendre, mais tu as dit qu'on le méritait. Tu as dit. Taisez-vous, tous les deux, crie Madison, et il y a une terreur réelle dans sa voix maintenant. Qu'est-ce que je fais? Natacha, qu'est-ce que je fais? Je devrais ressentir quelque chose, du triomphe peut-être, ou de la culpabilité, mais je me sens juste vide. Regarder ma famille imploser, c'est comme assister à la démolition d'un bâtiment à distance de sécurité, dramatique, inévitable, et finalement sans grande saveur. Je ne peux pas t'aider, Madison, dis-je doucement. Tu as commis des crimes fédéraux, fraude électronique, usurpation d'identité, fraude informatique en vertu du Computer Fraud and Abuse Act. Tu as falsifié des documents, usurpé l'identité d'une dirigeante d'entreprise, et facilité l'intrusion dans un actif de sécurité fédérale. Mais je ne savais pas, gémit elle. Je ne savais pas que c'était important. Tu ne me l'as jamais dit. Tu n'as jamais demandé, je réponds. Tu as supposé. Tu as vu une opportunité de prendre quelque chose qui n'était pas à toi, et tu l'as prise. Tout comme tu t'es attribué le mérite de mes réussites, comme tu as pris mon dîner d'anniversaire avec nos parents, comme tu as pris ma validation pendant toute ta vie. Le téléphone tremble dans la main de Madison maintenant. Derrière elle, j'entends des sirènes, lointaines d'abord, puis de plus en plus proches. C'est quoi ce bruit? Demande maman, sa voix faible. Ça, dis-je, ce doit être le bureau du shérif d'Aspen et des agents de terrain du FBI. Ils viennent arrêter Madison pour des crimes fédéraux commis à travers plusieurs États. Les yeux de Madison s'écarquillent. Elle regarde la porte, puis de nouveau vers moi. Natacha, s'il te plaît, tu dois arrêter ça. On est de la même famille, tu ne peux pas les laisser. Le bruit de coups frappés à la porte du chalet l'interrompt. FBI, ouvrez la porte. Sur le flux de surveillance devant moi, je regarde la scène parallèle à l'entrepôt. Les équipes du SWAT envahissent le bâtiment. L'équipe de Quick Flip lâche ses coupe-boulons et lève les mains,
leur visage pâle de terreur alors qu'ils réalisent que ce n'est pas une ferme de crypto. C'est quelque chose de si loin de leur entendement qu'ils ne peuvent même pas commencer à calculer les ennuis dans lesquels ils se trouvent. Les deux opérations se déroulant simultanément, les deux pièges se refermant exactement au même moment. L'écran de Madison s'agite violemment alors que les agents entrent dans le chalet. Je l'entends crier, « Je ne savais pas, c'était juste un entrepôt, je ne savais pas. » Le visage d'un agent apparaît à la caméra, professionnel et distant. « Madison Hill, vous êtes en état d'arrestation pour fraude électronique, usurpation d'identité, et violation du Computer Fraud and Abuse Act. Vous avez le droit de garder le silence. » Le flux montre qu'on la force à se mettre au sol, les mains menottées dans le dos. Maman pleure, papa crie quelque chose à propos d'avocat. La lueur chaude et crépusculaire du chalet ressemble maintenant à un projecteur, exposant chaque vilaine vérité. Et puis je l'entends, le son que j'attendais, point aucune caution ne sera proposée en raison du risque de fuite et de la nature sensible de l'actif compromis. Pas de caution. Madison restera en détention fédérale jusqu'au procès. Le flux téléphonique se coupe au noir alors que l'agent le saisit comme preuve. À 10 heures, le CIF est devenu silencieux, à l'exception du bourdonnement de l'électronique et des bruits lointains de la ville. L'agent Miller passe en revue des notes avec un autre agent. La voix d'Ethan se fait entendre par le haut-parleur, calme et mesurée. « Natasha, vous êtes toujours là. »« Je suis là, dis-je. Le FBI aura besoin d'une déclaration complète demain, mais vous êtes innocenté de tout soupçon. Je m'occuperai du volet civil. » QuickFlip tentera certainement de poursuivre en justice pour le remboursement du prix d'achat, et votre famille sera prise au milieu de tout ça. Je réfléchis à cela un instant. QuickFlip a payé 350 000 € à Madison pour un bâtiment qu'elle ne possédait pas. Maintenant que la vente est nulle, ils voudront récupérer leur argent. Mais Madison l'a mis dans le trust familial, ce qui signifie en réalité qu'elle et nos parents l'ont dépensé. Combien ont-ils dépensé au total ? Je demande. Ethan compulse des papiers de l'appel enregistré. 50 000 € pour la compte du camping-car. Donc, on est sur 50 000 € dépensés sur les 350 000 €. Il leur manque 50 000 €, dis-je lentement, comprenant maintenant toute la situation. QuickFlip poursuivra pour le montant total. Quand Madison et vos parents ne pourront pas rembourser, QuickFlip cherchera une compensation par la saisie de biens, termine Ethan. Et comme vos parents ont admis sur un enregistrement fédéral qu'ils ont sciemment participé à la dépense des fonds, ils sont solidairement responsables. Ils devront liquider leurs actifs pour éviter des poursuites pénales pour enrichissement sans cause. Leur maison. La maison où j'ai grandi, la maison dont ils sont si fiers, la maison dans le beau quartier avec les bonnes écoles. Ils devront la vendre pour rembourser l'argent qu'ils m'ont volé. Je me souviens à nouveau du message vocal de maman. Considère ça comme une compensation pour avoir élevé une fille aussi égoïste. Compensation, je murmure. Qu'est-ce que vous avez dit ? Demande Ethan. Rien. Juste l'ironie. L'agent Miller termine son appel et se tourne vers moi. Madame Hill, vous êtes libre de partir. Nous aurons besoin que vous veniez au bureau de terrain demain à 10 heures pour fournir une déclaration formelle. Le procureur des États-Unis voudra votre témoignage pour l'accusation. Je me lève, mes jambes raides d'être restées assises dans cet espace exigu. Que arrive-t-il à Madison ? Centre de détention fédéral pour la nuit, puis comparution demain après-midi. Étant donné la nature des accusations et les implications pour la sécurité, je doute que le juge accorde une caution. Si elle plaide coupable et coopère pleinement, elle risque 8 à 10 ans. Si elle se bat et perd au procès, ça pourrait être 15. 8 à 10 ans. Madison a 26 ans maintenant. Elle aura la trentaine bien entamée avant d'être libre. Je devrais ressentir quelque chose à ce sujet. De l'horreur, peut-être. De la culpabilité. Mais tout ce que je ressens, c'est un sentiment distant de justice rendue, comme regarder une équation mathématique s'équilibrer correctement. Merci, agent Miller, dis-je. Il acquiesce. Je suis désolé pour l'interruption de votre soirée, Madame Hill. Pour ce que ça vaut, vous avez une opération impressionnante. L'architecture de sécurité de l'installation est solide. Nous veillerons à ce qu'elle reste sécurisée à l'avenir. Ils ouvrent la porte du CIF, et je sors dans la nuit de New York. La ruelle sent la pluie et les ordures, mais après l'air recyclé du véhicule de commandement, elle sent la liberté. Mon téléphone vibre de notifications.
Je l'avais mis en silencieux pendant l'appel, mais maintenant tout afflue, des textos de collègues me demandant si je vais bien, un email de James Carmichael me demandant de l'appeler immédiatement, 3 appels manqués de la sécurité du summit. Et une notification qui me fait m'arrêter de marcher, une demande de ma banque pour autoriser le paiement d'honoraires d'avocat pour Madison Hill. Ils veulent que je paie pour son avocat de la défense. Je fixe cette notification un long moment. L'ancienne Natacha, celle de ce matin, se serait tourmentée à ce sujet. La famille est de la famille, n'est-ce pas? Même quand ils vous ont trahi. Même quand ils vous ont traité d'égoïste. Même quand ils ont essayé de vous voler aveuglément. Mais je ne suis plus cette Natacha. J'appuie sur refuser. Puis je bloque la banque pour qu'elle n'envoie plus de demandes liées aux frais juridiques de Madison. Je bloque le numéro de maman. Je bloque le numéro de papa. Je bloque toute connexion avec une famille qui ne m'a jamais vu comme autre chose qu'une ressource à exploiter. Mon téléphone vibre à nouveau. C'est un texto de James Carmichael. Appelle-moi quand tu pourras. On doit parler de ce soir. J'hésite à l'ignorer, mais il mérite une explication. Je l'appelle. Natacha, qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Il a l'air plus confus qu'en colère. Je lui donne la version édulcorée. Ma sœur a commis une usurpation d'identité et une fraude électronique. J'ai coopéré avec le FBI pour résoudre l'affaire. Je suis innocenté de tous mes faits. Le nom du cabinet ne sera impliqué dans aucune publicité négative. Il y a une longue pause. Puis, mon Dieu, Natacha. Je suis désolé. Je ne peux même pas imaginer. Prends ta journée de demain. Prends toute la semaine si tu en as besoin. On s'occupera de tout ici. Merci, James. Je serai là lundi, alors. Une dernière chose, dit-il. Les partenaires et moi discutions pendant que vous étiez indisposés. La promotion est toujours d'actualité. Le fait que le FBI se soit montré ne change rien au fait que vous l'avez mérité. En fait, la façon dont vous vous êtes comporté ce soir en restant calme, en coopérant, en protégeant le cabinet, c'est exactement le genre de jugement dont nous avons besoin chez une vice-présidente. Nous avons de la chance de vous avoir. Je ferme les yeux. Merci. Après avoir raccroché, je reste un moment dans la ruelle, laissant la réalité s'installer. J'ai été détenu par le FBI, j'ai vu ma sœur se faire arrêter, j'ai orchestré la ruine financière de mes parents, et d'une manière ou d'une autre, je m'en suis sorti avec ma carrière intacte. La fête sur le toit du summit continue probablement, mais je n'ai aucune envie d'y retourner. Au lieu de cela, je commence à marcher vers le métro. Mon appartement n'est qu'à 20 minutes si les trains sont à l'heure. En marchant, mon téléphone vibre une fois de plus. Numéro inconnu. Je suis sur le point de ne pas répondre, mais quelque chose me pousse à le faire. Madame Hill? Ici l'agent spécial Brooke, division cyber du FBI. L'agent Miller m'a demandé de vous appeler. Nous avons sécurisé votre installation et évacué l'équipe de QuickFlip. Vous devrez demander à votre société de sécurité de réinitialiser les codes d'accès, mais il n'y a pas de dommages structurels. L'actif est sécurisé. Merci, agent Brooke. Une dernière chose, dit-elle. Nous avons analysé les données forensiques sur les documents de planification de QuickFlip. Ils surveillaient votre propriété depuis 3 semaines, attendant une opportunité. Quand la vente frauduleuse de votre sœur est passée, ils ont sauté sur l'occasion immédiatement. Si vous n'aviez pas eu les protocoles de sécurité en place, ils auraient vidé cette installation et disparu. Votre préparation a sauvé des millions d'actifs. Après qu'elle a raccroché, je réfléchis à cela. Il y a 6 ans, quand j'ai acheté cette propriété, je l'ai construite exactement comme il fallait. Anonyme. Discrète. Légalement blindée par des SARL et des contrats fédéraux, et des alarmes silencieuses qui se déclencheraient si quelqu'un essayait de l'infiltrer. Madison pensait que j'accumulais des cochonneries. Mes parents pensaient que j'étais égoïste. Ils n'ont jamais pris la peine de demander ce que je construisais, ce que je protégeais, ce pourquoi j'avais si durement travaillé. Ils ont juste supposé que je ne le méritais pas. J'arrive à l'entrée du métro et m'arrête en haut des escaliers. En bas, la ville continue son mouvement éternel, les trains circulent, les gens se déplacent, la vie continue, que vous soyez prêt ou non. Mon téléphone vibre une dernière fois ce soir. C'est un email de l'équipe juridique de QuickFlip, envoyé à l'adresse de Madison mais me mettant en copie,
puisque mon nom figure sur les registres de propriété. L'objet, demande immédiate de restitution du prix d'achat frauduleux. Je l'ouvre et lis les premières lignes. Nous avons été informés que la vente de la propriété située à Censuré a été exécutée sans autorisation appropriée. Nous exigeons la restitution immédiate du prix d'achat total de 350 000 €, dans les 72 heures, faute de quoi nous poursuivrons tous les recours légaux disponibles, y compris, mais sans s'y limiter, des poursuites civiles et des plaintes pénales pour fraude. 72 heures. Ils veulent récupérer leur argent en 3 jours. Madison ne l'a pas. Mes parents en ont dépensé 50 000 €. Même s'ils liquident tout immédiatement, ce ne sera pas assez rapide. Je pourrais les aider. J'ai l'argent. Je pourrais faire un chèque de 350 000 € tout de suite et faire disparaître tout ça pour eux. Mais je me souviens de la voix de maman. Compensation pour avoir élevé une fille aussi égoïste. Je transfère l'email à Ethan avec une seule ligne, je ne fournirai aucune aide financière pour résoudre cette affaire. Puis je descends dans le métro, laissant l'air froid de la nuit derrière moi. 6 mois ont passé depuis cette nuit dans la ruelle. Le bureau est calme à 7 heures du matin, le bâtiment encore à moitié endormi, la lumière du matin commençant tout juste à filtrer à travers les baies vitrées. Mon café est encore chaud, la vapeur s'élevant de la tasse en céramique alors que j'examine les finances trimestrielles de mon portefeuille immobilier. Je suis assise dans un bureau d'angle, au 42e étage d'un immeuble du Lower Manhattan. Le bâtiment appartenait autrefois à Quick Flip Venture, avant qu'il ne fasse faillite. Je l'ai acheté lors d'une vente aux enchères pour 60 centimes le dollar. L'ironie ne m'échappe pas, Quick Flip s'est effondré sous le poids de l'enquête fédérale. Il s'est avéré que mon installation n'était pas la première fois qu'ils utilisaient des méthodes douteuses pour acquérir des propriétés. Le FBI a trouvé des preuves de multiples transactions frauduleuses, de faux documents, et de coordination avec des réseaux de vol organisés. La société a été dissoute en 3 mois, et tous leurs actifs ont été mis aux enchères. J'ai acheté leur siège social, je l'ai vidé, rénové, et maintenant il abrite les bureaux agrandis de Hill Industrial Holdings, ainsi que mon nouveau fonds de capital risque, axé sur le développement d'infrastructures sécurisées. Mon téléphone vibre. C'est une alerte d'actualité, Madison est condamné à 8 ans de prison fédérale pour fraude électronique. Je lis l'article. Elle a plaidé coupable, a coopéré avec les procureurs, et a montré un remords approprié. Le juge lui a tout de même infligé 8 ans car, comme le stipulait le mémoire de condamnation, les actions de l'accusé ont compromis des actifs de la sécurité nationale et ont démontré un mépris systématique et arrogant de la loi. Mes parents ont évité la prison en liquidant immédiatement leur maison et en remboursant intégralement Quick Flip. Ils ont également dû payer des amendes de dédommagement, totalisant 75 000 € supplémentaires pour leur rôle dans la dépense de l'argent volé. Aux dernières nouvelles, ils vivent dans un appartement de 2 chambres dans une banlieue à 40 miles de la ville. Papa a pris un poste de directeur régional dans une chaîne de vente au détail. Maman travaille à temps partiel dans une jardinerie. Ils appellent parfois. Des numéros différents, des téléphones empruntés, toujours le même message. S'il te plaît, Natacha. On est de la même famille. On a fait une erreur. Tu ne crois pas au pardon? J'ai changé de numéro après le 3e appel. La porte de mon bureau s'ouvre, et mon assistante, Claire, passe la tête. Votre rendez-vous de 8 heures est en avance. Je la fais entrer ou je la fais patienter? Fais-la entrer, dis-je. Une jeune femme entre, peut-être 23 ou 24 ans, portant un blazer légèrement trop grand et tenant un porte-document qu'elle serre comme un bouclier. Elle est nerveuse. Je le vois à la façon dont elle se tient juste à l'entrée, incertaine de s'approcher de mon bureau ou d'attendre une invitation. Madame Hill, dit-elle. Merci beaucoup de me recevoir. Je suis Mary Brooke. Je suis la stagiaire de notre bureau satellite, je termine, en lui désignant la chaise en face de mon bureau. Je sais. Asseyez-vous, Marie, et appelez-moi Natacha. Elle s'assoit, posant délicatement le porte-document sur ses genoux. Je n'étais pas sûr que vous voudriez vraiment me rencontrer. Je sais que vous êtes occupé, et je ne suis que vous n'êtes que la stagiaire qui a identifié une vulnérabilité de sécurité critique dans le système de contrôle d'accès de notre installation de Newark, je l'interromps. La vulnérabilité qui aurait pu nous coûter des millions si elle avait été exploitée. Ce n'est pas rien. Elle rougit. J'examinais les journaux de sécurité et j'ai remarqué une incohérence dans les protocoles d'horodatage. J'ai pensé que ça valait peut-être la peine de le mentionner. Ça valait un bonus de 10 000 €,
que vous devriez voir sur votre prochaine fiche de paie, dis-je. Ça valait aussi cette réunion. Je voulais vous parler de votre trajectoire de carrière ici. Ses yeux s'écarquillent. Ma carrière? Je ne suis qu'une stagiaire. Je n'ai même pas encore mon diplôme. C'est tout l'intérêt, dis-je. Vous êtes intelligente, vous êtes soucieuse du détail, et vous remarquez des choses que les autres manquent. Ce sont les qualités que je recherche. Je vous offre donc un poste à temps plein à partir de votre diplôme. Analyste junior, avec une voie claire vers des postes de direction si vous performez. Elle me fixe. Je ne sais pas quoi dire. Dites oui ou non, je réponds. Mais pendant que vous décidez, je veux savoir quelque chose. Avez-vous le soutien de votre famille pour ce parcours professionnel? La question la prend au dépourvu. Pas vraiment. Mes parents voulaient que je sois médecin ou avocate. Ils pensent que ce que je fais, la cybersécurité, l'analyse des risques, n'est pas assez prestigieux. Ils ne sont pas venus à ma remise de diplôme le mois dernier. La voilà, cette douleur familière de la déception familiale. Laissez-moi vous dire quelque chose, Marie, dis-je en me penchant en avant. Les personnes qui sont censées vous soutenir, celles qui partagent votre sang, sont parfois les dernières à voir votre valeur. Parfois, elles sont tellement investies dans ce qu'elles pensent que vous devriez être, qu'elles ne peuvent pas voir qui vous êtes réellement. Elle acquiesce lentement, et je peux voir la reconnaissance dans ses yeux. Vous n'avez pas besoin de leur validation, je continue. Vous avez besoin de vos propres normes, de vos propres objectifs, de votre propre définition du succès. Construisez quelque chose de si solide, de si légalement protégé, de si stratégiquement positionné que personne ne pourra vous le prendre. Ni la famille, ni les concurrents, ni personne. C'est ce que vous avez fait, demande-t-elle doucement. Je pense à l'installation de la boîte grise, toujours opérationnelle, toujours sécurisée, maintenant évaluée à 14 millions d'euros après que j'ai étendu les contrats. Je pense à ce bâtiment, acheté sur les cendres de l'entreprise qui a tenté de me voler. Je pense à la carrière que j'ai bâtie dans des espaces où personne ne s'attendait à ce que je réussisse. Oui, dis-je. C'est exactement ce que j'ai fait. Elle se redresse sur sa chaise. Alors oui, j'accepte le poste. Bien. Je me lève et lui tends la main. Elle la serre, sa poignée plus ferme maintenant, plus confiante. Bienvenue chez Il Industrial Holdings, Marie. J'attends de grandes choses de vous. Après son départ, je me retourne vers la fenêtre. Le soleil est maintenant complètement levé, dissipant la brume matinale, révélant la ville avec une netteté saisissante. Quelque part là dehors, mes parents se préparent probablement pour leur quart de travail. Madison est dans un établissement fédéral, décomptant 8 ans dans une cellule de 2x3 mètres. Je devrais ressentir du triomphe. Ou de la culpabilité. Ou quelque chose de plus dramatique que cette paix tranquille et installée. Mais je n'ai plus besoin de drame. Je n'ai plus besoin de la validation de gens qui ne m'ont jamais valorisé. Je n'ai plus rien à prouver à personne, sauf à moi-même. Mon téléphone vibre avec un rappel de calendrier. 10 heures, visite du site Greybox pour le renouvellement du contrat du département de la Défense. Je rassemble mes affaires et me dirige vers l'ascenseur. En attendant qu'il arrive, j'aperçois mon reflet dans les portes en acier poli. La femme qui me regarde a 30 ans, elle a réussi selon tous les critères qui comptent, et elle est complètement, enfin, libérée du poids de l'obligation familiale. L'ascenseur arrive avec un doux carillon. J'entre, et les portes se referment sur l'ancienne version de moi-même. Celle qui organisait des fêtes pour prouver qu'elle n'avait besoin de personne. Celle qui répondait à chaque appel de ses parents en espérant que cette fois, ce serait différent. Celle qui mesurait sa valeur à l'approbation des autres. Cette version de Natacha il a disparu. Cette version a bâti des empires dans l'ombre et a laissé ses ennemis se détruire à la lumière. Cette version sait que la meilleure vengeance n'est pas la cruauté, mais un succès si complet, si indéniable, que les personnes qui vous ont sous-estimé n'ont d'autre choix que de vivre avec les conséquences de leur propre choix. Alors que l'ascenseur descend vers le hall, vers une autre journée de construction, de protection et de réussite selon mes propres termes, je m'autorise le plus petit des sourires. Non pas parce que ma famille a souffert, mais parce que je leur ai survécu. Et survivre, ai-je appris, n'est que le début, pour devenir quelqu'un qu'ils ne pourraient plus jamais rabaisser.